Informer, s'informer, éduquer. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver encore dans ce nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour. Grand Carrefour, que comprendre de la justice administrative au Togo? Voilà qui retient d'ailleurs notre attention dans cette émission depuis la semaine dernière. Deuxième partie de cette thématique, c'est bien avec les invités encore au plateau cet après-midi. Pour y aller, nous avons à ce plateau Monsieur Kassaré Afo-Sabi, docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université de Lomé et de Kara. Monsieur Kassaré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonsoir. Nous avons également Maître Ferdinand Amazon, avocat au barreau de Lomé. Maître, bonsoir, merci d'avoir encore accepté notre invitation dans cette émission. Merci à vous également et les amitiés aux auditeurs et téléspectateurs de la RTDS. Merci. Alors, Monsieur Afo, nous parlons de la justice administrative, mais d'entrée de jeu, pourquoi alors une justice administrative dans un pays? Il faut d'abord préciser que en la matière, il n'y a pas une règle universelle. Il revient à chaque État d'adopter la façon dont il conçoit l'organisation de sa justice pour voir, par exemple, si il faut une justice administrative à côté d'une justice judiciaire ou bien s'il faut une unité juridictionnelle, comme par exemple aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand vous saisissez un juge, il règle l'affaire sur la base des différentes normes qui sont en cause, sans qu'il soit besoin d'adresser ou en tout cas de saisir un juge administratif ou un juge judiciaire. C'est le même juge qui tranche. Et par contre, si l'État conçoit l'organisation de sa justice sur la base de ce qu'on appelle le principe de dualité juridictionnelle, c'est-à-dire donc organise une justice sur la base de deux ordres de juridiction ou deux ordres juridictionnels. En France, c'est clair. Là, il y a une justice administrative à côté d'une justice judiciaire. Mais au Togo, nous avons le principe d'unité juridictionnelle et qui s'accommode de la séparation du contentieux. Donc, il y a un contentieux judiciaire et un contentieux administratif. Donc cela signifie que c'est le constituant togolais qui a décidé, qui a jugé bon d'organiser sa justice sur la base donc de l'unité juridictionnelle, mais avec séparation des contentieux. Et voilà ce que je peux dire. Donc ça veut dire que ça dépend en fait de la philosophie de chaque État. Il n'y a pas une règle universelle en la matière. Alors, maître, il n'y a pas une exigence à ce que tout État dispose d'une juridiction administrative? Moi, je ne dirais pas la chose de cette façon. Tous les États disposent d'une juridiction administrative. C'est l'organisation que vient d'expliquer le professeur. Dans certains pays, comme il a dit, c'est le même juge qui statue autant sur les questions administratives que sur les questions d'ordre judiciaire. En fonction de la requête que vous lui soumettez, il sait quelles dispositions appliquer. Par contre, dans notre pays, il y a eu une distinction très claire entre le juge administratif et le juge judiciaire. Donc, si vous voulez, comme je vous le disais la dernière fois, une réelle garantie des droits de l'homme, si vous voulez contrôler l'administration, éventuellement sanctionner l'action de l'administration, il faut forcément une justice administrative. Ça, ce n'est pas le juge judiciaire qui peut le faire, c'est le juge administratif. Très bien. Alors, professeur, vous êtes universitaire, vous êtes avec les étudiants. Alors, la pédagogie, qu'est-ce qui est dit aux étudiants par rapport à une justice administrative? Que comprend? Qu'est-ce que l'étudiant comprend lorsqu'on parle d'une juridiction administrative, professeur? D'abord, il faut peut-être nuancer les propos de mon collègue Maître Amazon sur la question de la justice administrative
Bon, si on prend la justice administrative dans un certain sens, oui, on peut effectivement dire que tous les États en disposent, mais si on conçoit la justice administrative comme un ordre juridictionnel, donc un ensemble de juridictions qui ont pour spécificité le contentieux administratif. Mais quand on parle de la justice administrative, j'en viens donc à votre question, et c'est cette justice-là qui est chargée de connaître des litiges qui mettent en cause, en quelque sorte, l'administration. Mais en même temps que l'on affirme ce principe-là, il faut tout de suite le nuancer. Parce que ce n'est pas dans tous les cas où l'administration est partie ou est mise en cause dans une affaire que c'est forcément le juge administratif qui doit être saisi. Parfois, l'administration peut se comporter comme un particulier, c'est-à-dire agir dans les mêmes conditions qu'un particulier le ferait. Là, c'est le droit qui régit les relations de particulier à particulier qui va donc régir ce litige-là. Et donc, c'est pour cette raison que quand vous prenez la loi sur l'organisation de la Cour suprême au Togo, ou en tout cas sur l'organisation judiciaire de manière générale, il y a des cas dans lesquels, quand l'administration est impliquée, et donc sous certaines conditions, c'est le juge administratif qui est compétent. Autrement dit, il y a donc une nécessité de définir les compétences, de répartir les compétences au sein des ordres juridictionnels. Parce que nous sommes dans un même État, il y a donc potentiellement un risque de conflit, et donc il faut qu'il y ait une définition claire. Est-ce que ça ne fait pas un risque de conflit? C'est-à-dire qu'il peut arriver pour une affaire, pour un litige donné, qu'on ne sache pas véritablement quel est le juge compétent. Est-ce que c'est le juge judiciaire? Est-ce que c'est le juge administratif? Il peut y avoir des difficultés sérieuses. Mais quand on regarde l'organisation judiciaire au Togo, avec les attributions des chambres administratives, aussi bien de la Cour d'appel que de la Cour suprême du Togo, les compétences ont quand même été réparties, les compétences ont été définies plus ou moins clairement. Donc ça veut dire que ces risques, ça peut arriver, mais ces risques sont minimisés. Alors, au cas où on est en face de ces risques de compétences, ces conflits de compétences, voilà, en matière de juridiction, maître, qu'est-ce que cela peut entraîner? Et généralement, qu'est-ce qui entraîne ces conflits de compétences? De mon point de vue, il me semble que c'est une hypothèse d'école. À un moment donné, de l'évolution de nos juridictions, il y a l'assistance de l'avocat qui permet de clarifier rapidement les situations. Quand vous recevez votre client et qu'il vous pose un problème qui vous semble fondamentalement résulter d'un acte administratif, vous savez très bien que vous saisirez la justice administrative. C'est vrai que des fois, l'action ou bien l'acte peut disposer d'un droit mixte. Mais le juge ne refusera pas de juger. Si vous allez par le droit mixte, c'est-à-dire qu'on est à la limite du droit administratif et du droit commun. C'est-à-dire un contentieux qui relèverait de la justice judiciaire et en même temps qui peut, sur certains de ses pans, relever de la justice administrative. Moi, je pense que si ce cas arrivait effectivement dans un contentieux, le juge ou l'avocat saurait choisir la bonne porte pour son client pour éviter de ne faire des allers-retours parce que tel juge va se déclarer incompétent, on va revenir à l'autre qui va dire que c'est mixte ou ceci ou cela. Ensuite, de mon point de vue, au regard de l'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est la chambre administrative de la Cour d'appel qui s'occupe du contentieux de pleine juridiction. Cela veut dire que toutes les réclamations qui peuvent déboucher sur un paiement financier ou pécuniaire à l'endroit d'un administré en raison d'une action administrative. Or, la Cour d'appel, elle a deux chambres. Il y a la chambre, je veux dire, elle se scinde en deux. Il y a les chambres judiciaires, vous avez la chambre civile, vous avez
la chambre correctionnelle, et vous avez également la chambre administrative. Si un tel cas se posait, je crois que l'administré ou la partie qui a saisi le juge n'aurait pas à traîner, puisque en interne, le greffe peut rediriger la demande sur la bonne chambre, ce serait réglé. C'est pour cela que je pense que, certes, conflit d'intérêt, d'accord, mais ça serait juste une hypothèse d'école, puisque en interne, les juges sauront exactement à quelle chambre envoyer le dossier pour qu'il soit rapidement réglé. Maître, suivant notre dernier numéro de cette émission, d'ailleurs, nous ne sommes pas encore au niveau de la série des questions, mais quand même un téléspectateur a dû souligner que ce qui est dit sur les antennes, ce qui est dit par les praticiens de la justice, que ce soit la justice administrative ou justice judiciaire, n'est pas forcément ce qui est pratiqué sur le terrain. Le reconnaissez-vous? Je n'ai pas très bien compris. En quel sens ce qui est dit? Les allers-retours, vous l'avez dit tantôt, qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait cette confusion, qu'on sache à quelle compétence le dossier est propre, à celle-ci ou à l'autre. Et pourtant, il y a quand même une situation très précise. Je crois que cela mérite une explication assez précise. Ce dont parlait le professeur Afo, c'est que on peut avoir un cas de conflit d'intérêts et ne pas savoir à quelle juridiction s'adresser. Et moi, je vous expliquais que dans la réalité, la première étape de la saisine qui peut entraîner cet état de choses, c'est ce qui se passe à la chambre, ce qui peut se passer à la chambre administrative de la cour d'appel. Mais la cour d'appel étant composée de toutes ces chambres, on ne laisserait pas l'administré ou le justiciable recommencer sa requête, mais en interne, on redirigerait la requête sur la bonne juridiction. Si on devrait saisir le juge judiciaire, c'est-à-dire la chambre civile, et qu'on a saisi par mégarde la chambre administrative, on ne laisserait pas la chose, le juge administratif ne dirait pas qu'il est incompétent et donc renverrait le dossier. Mais la chambre, le greffe de la chambre s'organiserait de ce que la requête se retrouve au bon endroit. Mais ce dont vous parlez me semble être plutôt les cas de report d'audience. C'est carrément un autre problème. Quand vous saisissez le juge, il y a des délais à respecter, il y a des procédures à respecter également. Et il arrive très souvent que votre adversaire peut solliciter un délai pour déposer des pièces, déposer des conclusions ou de faire un mémoire. Et ça amène le justiciable à aller plusieurs fois devant le juge. Ce n'est pas le cas de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est la situation où la même demande semble pouvoir passer autant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif. C'est ça que j'expliquais. Docteur Afo, une question d'étudiant. Existe-t-il aujourd'hui une justice administrative au Togo? Ça, c'est une question en amphi. Que répondez-vous à l'étudiant? Je lui dirais que au Togo, il existe une justice administrative. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y a des infrastructures qui sont dédiées à cette justice. Il y a des magistrats qui sont affectés aux différentes chambres de la cour d'appel et de la cour suprême. Et il y a des tests qui ont réparti des compétences pour savoir dans quelles conditions on peut saisir la justice administrative. Et donc, la justice administrative existe au Togo. Mais peut-être dira-t-on que c'est dans les textes. Est-ce que le citoyen togolais ressent véritablement l'existence d'une justice administrative? Est-ce que dans le quotidien des Togolais, on sent par exemple qu'il y a une justice administrative et que si il y a un litige qui met en jeu un contentieux administratif, que le juge puisse trancher le litige. La réponse à cette question est beaucoup plus difficile à donner. Je sais que il y a généralement, depuis les indépendances, il y a une quarantaine de requêtes, ou en tout cas de recours, qui sont introduits devant la justice administrative, mais à ce jour, je n'ai pas souvenance
que les requêtes qui ont été vidées, et donc les décisions qui ont été rendues, dépassent une vingtaine. Et de ce point de vue, on peut quand même s'interroger sur, en quelque sorte, l'inertie ou l'ineffectivité de la justice administrative. Quand on sait, par exemple, que sous d'autres cieux, le juge administratif rend des centaines de décisions par an, et qu'au Togo, depuis les indépendances, on se retrouve à une quarantaine de recours qui ne sont même pas entièrement vidés, bon, là on peut se poser effectivement la question de savoir si la justice administrative existe telle que prévue et voulue par le constituant, telle qu'organisée par les textes. Est-ce que la justice administrative existe dans les faits? La réponse à cette question dépend finalement de l'analyse de tout un chacun d'entre nous. Il y a des outils, des critères qui ont été, que j'ai déclinés, et donc sur la base de ces critères-là, on peut, à mon avis, se prononcer clairement sur la question. Oui, docteur, de façon claire et précise, enseignant-chercheur, vous avez cherché, bien évidemment, à quoi cela est dû. Qu'avez-vous à répondre à l'étudiant? Il faut dire que la question résulte de beaucoup de facteurs. Il y a souvent certains juges, puisque dans certaines discussions, on évoque la question, certains juges estiment que le citoyen togolais ne saisit pas la justice. Voilà, si on ne saisit pas la justice ne va pas s'auto-saisir des affaires, ou en tout cas des litiges qui opposent les citoyens, surtout que l'action en justice est facultative. Vous pouvez subir une injustice, mais personne ne peut vous obliger à agir. Si vous ne voulez pas agir, personne ne peut venir vous y obliger. Et donc, il y a une part de vérité quand même à cette assertion, parce que, comme je le dis souvent, le Togolais est capable de subir une injustice et de dire Dieu est là, ça ne fait rien, etc., etc. Et donc, cette mentalité, cette culture-là, ne permet pas de pousser, en quelque sorte, le juge administratif à agir. Mais la vraie question ne réside pas là, ou en tout cas, le vrai problème ne réside pas là. Puisque déjà, si on partait de ce que c'est parce que les citoyens ne saisissent pas le juge, que le juge ne rend pas de décision, au moins on dit qu'il y a une quarantaine de requêtes. Si cette requête-là avait été toute vidée et que sur la table du juge administratif, il n'y a plus aucun dossier, là on peut dire, ah, c'est parce que les citoyens ne saisissent pas. Et donc ça veut dire quand même que le problème dépasse cette absence ou ce défaut de saisine des juridictions. Et dans une certaine mesure, je me pose moi-même la question. Parce que je me dis au Togo, on a les textes, on a les juges, on a les infrastructures, on a en réalité, je dirais pas tout, mais on a l'essentiel pour commencer, pour que le juge, la juridiction administrative puisse véritablement commencer son travail. Et on va évoquer les problèmes politiques, pour dire qu'il y a interférence du politique et que c'est le politique qui maintient la justice administrative dans une léthargie. Peut-être ça peut se vérifier, mais je ne crois pas que la vraie réponse soit ou réside dans cette façon de voir les choses, parce que le juge togolais dispose, jouit d'un certain nombre de garanties qui lui permettent alors de trancher en toute indépendance. Et les questions de l'inamovibilité, le Conseil supérieur de la magistrature qui est là pour gérer en quelque sorte la carrière des magistrats. On se dit que le sort des magistrats est remis entre les mains des magistrats, puisque le Conseil supérieur de la magistrature est composé pour l'essentiel des magistrats. Et donc la question se pose, on ne sait pas exactement ce qui peut justifier que le juge administratif togolais, ou en tout cas que les juges qui sont appelés à officier dans le contentieux administratif togolais ne puissent pas être
opérationnel. Nous allons essayer de le comprendre un peu plus clair chez le praticien. Mais, maître, aujourd'hui, est-ce que la politique joue un peu sur le fonctionnement de la justice administrative au Togo? De façon concrète, réelle, la réponse est non. Aucun homme politique, aucun membre du gouvernement ou de l'exécutif n'a jamais demandé à un magistrat de ne pas statuer sur une requête qui lui est soumise en matière administrative. Mais je pense que ce qu'on doit révéler, ce qu'on doit expliquer aux concitoyens, c'est que la démarche d'aller vers le juge est culturelle. Les gens n'ont pas pris l'habitude en matière administrative de contester les décisions de l'administration. D'autre part, le juge lui-même n'a pas pris l'habitude de rendre des décisions contre l'administration. Je vous expliquais la dernière fois que à un moment donné de l'évolution politique de notre pays, même le principe de l'indépendance de la magistrature avait été mis en parenthèse. Le magistrat était considéré comme un haut fonctionnaire de l'État chargé de régler les petits problèmes entre les citoyens et non pas de se mêler des questions de l'État. Donc quand vous mettez tous ces éléments ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs culturels, et même de cette façon, l'organisation même de la justice ne place pas comme un premier pôle la justice administrative. C'est aujourd'hui l'action de la société civile, les ODDH et certaines institutions, parfois également l'action de l'opinion internationale qui amène à soulever de plus en plus ces questions et petit à petit, on va y arriver. La chose n'est pas aussi simple à dire, c'est-à-dire que la justice administrative, elle est fondamentalement une procédure écrite. À vous de voir combien de nos concitoyens, à la réception d'une lettre, sont capables de concevoir la réponse à cette lettre. C'est la première étape. Ensuite, même au greffe, c'est une procédure écrite. Vous déposez une requête et le greffier doit l'envoyer à l'autre partie qui envoie sa réponse. Tout cela n'est pas su par celui qui a déposé la requête. Sauf si on lui réintroduit, on lui redirige la réponse de l'administration pour qu'il fasse ses observations. Voyez-vous, la chose n'est pas simple à faire, que ce soit du côté de l'administré qui veut aller vers la justice ou même du personnel de la justice qui s'occupe de la chose. Ensuite, il y a le fait qu'on n'a pas pris cette habitude. C'est maintenant, avec ces émulations de part et d'autre, que les gens vont se dire, mais tiens, quand telle situation se présente, il y a telle opportunité que je peux utiliser pour la faire régler. À ce moment, je crois qu'à ce moment seulement, cette action vers la justice administrative va se faire de plus en plus pressante et le juge devra forcément rendre une décision. Alors, maître, une parenthèse, oui, avant de venir à vous, professeur, une parenthèse, de façon précise, qui est l'employeur du juge? C'est l'État. Vous savez que dans l'organisation constitutionnelle, l'État, c'est un certain nombre c'est trois pouvoirs. L'exécutif, c'est-à-dire le président, le premier ministre, les ministres, le législatif, l'Assemblée nationale, éventuellement le Sénat, et puis le judiciaire, c'est-à-dire la Cour suprême et toutes les juridictions qui sont en bas. Donc, c'est l'État qui est en fait l'employeur du juge administratif. Ce n'est pas Monsieur le ministre de la Justice ou bien le président de la République. Donc, en fait, c'est un dysfonctionnement d'un pan de notre État dû, comme je viens de le vous dire, à des facteurs sociologiques, culturels, politiques et tous les autres qui concourent à cette, je ne dirais pas inertie, mais une ineffectivité de la justice administrative dans notre pays. Mais je reviendrai quand même à vous si l'employé peut contester la décision de son employeur. Alors, vous avez quand même quelque chose à dire? Oui, je voudrais simplement réitérer une position qui me semble judicieuse par rapport à ces causes ou à ces raisons de non-saisine ou de faible saisine de la juridiction administrative. Je reviens pour insister sur le fait qu'on ne doit pas faire dépendre
la réponse à cette question de l'attitude même des justiciables. C'est vrai, il y a des raisons techniques, judiciaires qui font que ce contentieux semble difficile à accéder. Mais quelque part, est-ce que le citoyen n'est pas inhibé? Est-ce que l'initiative des citoyens n'est pas inhibée par la léthargie même dans laquelle s'est retrouvée la justice administrative? C'est-à-dire, le justiciable peut dire, bon, écoutez, à quoi bon saisir le juge administratif si on sait à l'avance que le juge ne va pas rendre une décision. On va dire le droit. Dire le droit. Bon, pas dire le droit, c'est-à-dire que il faut juste. d'abord rendre une décision, et c'est en ce moment qu'on saura si on va analyser la décision pour savoir si on a dit le droit ou s'il y a d'autres considérations. Mais au moins qu'on rende les décisions. Et c'est ça qui permettra, par les critiques, par exemple, les universitaires, leur tasse de thé, c'est de critiquer si c'est critiquable. Et ce sont par ces critiques-là que le juge peut à un moment donné se rendre compte qu'il s'est effectivement trompé dans une affaire. La prochaine fois, il va réajuster et donc opérer ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel ou bien innover par rapport à la matière. Mais ce que je crois, quand on regarde, par exemple, on prend le cas de la CNDH, je crois qu'il y a beaucoup de recours, en tout cas les citoyens ont plus choisi de saisir par exemple la CNDH pour les litiges qui les opposent à l'administration. Et si on voit le nombre de ces... mais généralement, quand la CNDH prend le devant de ces recours ne sont pas pris en compte parce qu'il faut que l'individu lui-même prenne le devant. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que le citoyen dépose un recours devant la CNDH pour que la CNDH saisisse à son tour le juge administratif. Non, on va saisir la CNDH pour poser le problème. Et cela témoigne quand même une chose qu'on ne peut pas refuter, c'est que le citoyen togolais a quand même soif de la justice administrative. Et si la justice donc juridique, enfin la justice administrative en tant que telle n'est pas opérationnelle selon l'opinion et cette opinion peut se vérifier, est justifiée par un droit, et que c'est ça qui conduit en quelque sorte le citoyen à aller vers les organes de règlement non juridictionnel des litiges administratifs. On peut quand même comprendre que si on avait une justice opérationnelle effective, puisque là, sur ce point, on est d'accord qu'il y a donc un problème d'effectivité, eh bien, le citoyen, au lieu d'aller saisir la CNDH, il peut le faire si il ne veut pas un contentieux en tant que tel avec l'administration, mais si il estime que l'affaire est telle que c'est un juge qui peut rendre l'affaire, eh bien, il n'hésiterait pas à saisir le juge. Et donc, c'est le manque, ou en tout cas, c'est l'ineffectivité de ce juge-là, ou de cette justice administrative, qui, à mon avis, dévie en quelque sorte les recours vers les organes de règlement non juridictionnel des litiges. Alors, maître, vous l'aviez dit dans le numéro précédent, même que c'est possible que le juge conteste une décision administrative. Alors, mais la question qui revient de façon plus précise et pratique, si le juge est un employé de l'administration, peut-il véritablement contester dans la logique du droit une décision rendue par cette administration? Il faut éviter de voir l'administration comme une personne. Il faut éviter de voir l'administration comme une structure unique de laquelle émane tout type de décision. L'administration, c'est autant la mairie ou la délégation spéciale, c'est autant la préfecture, c'est autant la région, c'est autant les établissements publics à caractère industriel commercial ou à caractère administratif,
ou scientifique et culturel. Donc, l'administration, c'est toute structure de l'État qui est appelée à concourir à l'exécution des missions de service public et au cours desquelles un administré ou tout simplement un citoyen estime que la décision prise dans l'exécution d'une mission de service public lui cause un préjudice, ou bien que cette décision n'a pas été prise par la bonne personne ou qu'elle n'a pas été prise dans la bonne forme, tout simplement. J'avais donné ici l'exemple du cas où une association ou un parti politique demande à faire une manifestation ou déclare une manifestation. Alors, la loi de 2011 qui organise les manifestations publiques a dit très clairement à qui il faut s'adresser. C'est à la mairie, c'est à la municipalité. Si pour une raison ou une autre, la municipalité refuse la manifestation, il ne faut pas le voir comme si c'est la personne du maire qui a refusé ou si c'est le ministre de l'administration territoriale qui a demandé qu'on refuse cette manifestation. Si vous la prenez dans la sorte, eh bien... Ou c'est un pouvoir derrière la personnalité. Absolument. Si vous le prenez comme ça, eh bien, il va être difficile d'asseoir la justice administrative. Il faut se mettre en tête que le principe, c'est les libertés qui sont organisées dans la Constitution. Dans certains cas, c'est vérifié, ces états de figure. Si c'est vérifié et que le juge constate que pour des raisons objectives, on ne doit pas faire cette manifestation, eh bien, le juge confirmera l'interdiction de faire la manifestation. Mais si c'est vérifié que un pouvoir, une personne a donné l'ordre de refuser la manifestation et que le juge constate qu'il n'y avait pas de raison objective de refuser la manifestation, le juge, en raison des pouvoirs constitutionnels, peut également déclarer que cette interdiction viole les libertés de l'association ou du citoyen qui a voulu faire une activité de ce genre. À ce moment-là, ce n'est plus les personnes qui exercent, ce n'est plus la personne qui occupe la fonction qui a agi, mais c'est toute l'administration, c'est la mairie, c'est le département ou la préfecture, c'est telle autre structure de l'État, collectivité locale décentralisée, qui a pris une décision, qui a rendu une décision qui fait grief et qu'on peut contester devant le juge. Il faut éviter de personnaliser l'administration par rapport à la personne qui occupe le poste ou par rapport à l'institution ou alors le parti qui dirige le pouvoir au moment où on parle. Ce n'est pas cela. Autrement, comment est-ce qu'on peut qualifier quand vous faites un recours, par exemple, pour rectifier votre acte de naissance? C'est aussi l'administration qui l'a rendu. Mais on ne dirait pas que vous contestez la personne qui représente l'officier d'état civil qui a dressé la chose. S'il y a une erreur là-dessus, si ça a été mal fait, eh bien, il faut la corriger. De la même manière, si une décision vous cause grief, si une décision vous semble irrégulière au regard de la loi qui a été évoquée ou qui a été interprétée ou appliquée, on peut effectivement saisir le juge administratif sans s'embarrasser des scrupules de la personne qui occupe le poste ou la fonction à ce moment-là. Et puis, comme il le dit, surtout en matière de manifestation, l'interdiction est une mesure grave. Et parce que ça remet en cause en réalité un droit constitutionnel. Mais l'interdiction est quand même possible. Si les mesures qu'on peut prendre pour enrayer une menace éventuelle à l'ordre public ne sont pas suffisantes, eh bien, on peut aller à l'interdiction. Ce que je voudrais dire, c'est que l'interdiction, c'est l'étape ultime, c'est la décision ultime. Quand on prend toutes les mesures, on met tout en œuvre pour empêcher qu'il y ait trouble à l'ordre public et que ces mesures-là s'avèrent insuffisantes, c'est en ce moment qu'on peut interdire purement et simplement. Et pour revenir à la question que vous avez posée, l'administration n'est pas l'employeur du juge. C'est l'État qui est l'employeur du juge. Et il y a cette confusion que les gens font. Et parfois, on assimile l'État au gouvernement. On estime que
quand le gouvernement agit, eh bien, c'est l'État qui agit. Et on prend donc, on estime que c'est le gouvernement, en tant qu'État, qui agirait, par exemple, contre le juge administratif, en tout cas qui exercerait une pression sur le juge administratif, et que le juge administratif ne relève pas de cet État. Comme il a dit, dans un État, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et c'est là où on retrouve le gouvernement, le pouvoir juridictionnel. Et là, c'est le juge administratif, entre autres, puisqu'il y a aussi le juge judiciaire. Et donc, l'employeur du juge administratif, c'est l'État. Cela signifie que s'il y a un litige qui oppose un citoyen à une administration, le juge ne va pas quand même dire c'est l'administration qui est mon employeur et donc je n'oserais pas prendre des décisions à son nom. Non. Et c'est même l'État qui a voulu, le constituant togolais qui a voulu qu'il y ait cette justice. Et donc, si un litige entre dans les cas qui ont été spécifiés dans ce contentieux administratif, et que, par exemple, le président de la République prend un décret, mais qu'il y a un citoyen qui conteste ce décret-là, si le juge administratif est saisi et que le juge administratif estime effectivement qu'il y a l'un des cas, parce qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent permettre d'annuler le décret, et donc si l'un des cas là s'avère juste, autrement dit, si par exemple il y a un problème de légalité, le président de la République prend un décret qui est illégal, eh bien le juge a le droit, et même sinon le devoir d'annuler un tel décret. Donc il ne doit pas avoir peur d'annuler la décision du président de la République, parce que lui aussi constitue un pouvoir à côté du pouvoir exécutif. Alors, docteur, en enseignant les étudiants, en clair, quel est l'objectif que vous visez en inculquant d'abord ou en administrant le cours sur la juridiction administrative? Vous savez, on dit souvent que l'information, c'est le pouvoir. Et c'est donc une arme. Si le citoyen est là et qui ne connaît pas ses droits, il ne sait pas qu'il a le droit, par exemple, de contester une décision prise par l'administration, eh bien, c'est une porte ouverte à l'arbitraire. Ça veut dire que l'administration va commettre de l'arbitraire, il n'y aura personne qui puisse attaquer cette décision de l'administration qui lui porte préjudice. Donc déjà, nous apportons l'information, nous spécifions véritablement quels sont, d'abord, ce qu'est véritablement la justice administrative, quels sont les cas dans lesquels la justice administrative peut être saisie, quels sont les pouvoirs du juge administratif, mais prioritairement, c'est pour le compte au bénéfice de l'administré que de connaître évidemment ses droits. C'est vrai, on n'a jamais établi la liste des droits des citoyens, on ne saurait le faire dans aucun pays. Il y a des textes qui prévoient ces droits-là, mais le seul fait de savoir, par exemple, qu'on a le droit de contester une décision, même du président de la République, c'est déjà un pas. Et c'est déjà un pas vers l'état de droit, vers la consolidation de l'état de droit. Parce que l'état de droit repose fondamentalement sur la protection des libertés. Et s'il y a une liberté qui souffre du fait d'un acte administratif, par exemple, il faut quand même que le juge administratif puisse arrêter la violation de ce droit. Donc voilà, entre autres, l'utilité en quelque sorte de parler de ces questions. Donc fondamentalement, c'est la notion là que vous apportez aux étudiants, hein? Oui. Qu'ils sachent qu'ils disposent d'un droit de revenir sur une décision qui dérange un tout petit peu. Qui dispose d'un droit et qu'il y a différents types de recours et donc de savoir par exemple il y a telle décision de l'administration qui lui porte préjudice, soit je tente un recours pour excès de pouvoir parce que les conditions sont remplies, ou bien je tente un recours de plainte
contentieux, où j'engage carrément la responsabilité de l'administration. Et donc voilà un certain nombre de domaines, non des moindres, qui sont portés à la connaissance des étudiants. Maître, d'après le premier numéro de cette thématique, nous comprenons quand même que beaucoup font de l'amalgame entre la justice judiciaire et la justice administrative à travers les questions. Donc, qui demande par exemple si un juge a l'habilité, un juge administratif, encore que ce juge puisse le faire, qu'on sache vraiment que c'était un juge administratif, a l'habilité d'annuler la propriété terrien d'un espace à partir d'un simple reçu de vente contre un titre foncier. Bon, c'est le problème récurrent de la confusion qui est faite entre qui peut saisir le juge et à quel moment. La question que vous posez relève fondamentalement du domaine judiciaire. On n'a pas besoin, pour un titre foncier ou un reçu de vente, d'aller devant le juge administratif. Mais quant à savoir si, sur la base d'un reçu de vente, on peut remettre en cause le droit de propriété établi par un titre foncier, je vous dis tout de suite non, ce n'est pas possible parce que au terme du décret foncier de 1904, le titre foncier est définitif et inattaquable. Ça veut dire quand vous avez établi un titre foncier sur un domaine foncier déterminé, vous demeurez propriétaire sauf les cas de mutation régulièrement constatés, la vente, la donation ou généralement c'est les cas par lesquels on peut transférer la propriété d'un domaine. Mais qu'il y ait en face d'un titre foncier un reçu de vente, d'abord ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait en ce sens que toutes les transactions sur un immeuble immatriculé doivent être constatées par être authentiques. Alors comment est-ce qu'on a pu vendre un immeuble immatriculé sur la base d'un simple reçu de vente? Ça m'étonnerait. Globalement, pour répondre à votre question, cela ne dépend pas des juridictions administratives, cela ne rentre pas dans le domaine de compétence des juridictions administratives. Il faut juste saisir le juge civil pour faire trancher la contestation de la propriété de ce domaine. Voilà, une autre question, maintenant, là, c'est un apprenant qui le dit, et j'ai eu mon bac 2 avec mention bien, et la DBS, la direction des bourses et stages bien sûr, m'avait accordé une bourse pour l'Algérie. Je suis allé tout apprêter, mais à la dernière minute, on me dit que mon voyage n'est plus possible, sans aucune explication. Dans cette situation, à qui devrais-je m'adresser? Un juge administratif? Bien, c'est le cas effectivement qui peut être soumis à un juge administratif, mais il faut s'assurer d'abord du canal par lequel notre ami, qui a eu mention bien au bac, on le félicite, a pu être informé de son admission à cette bourse-là. Si c'est par une décision qu'on lui a notifié son admission à la bourse, eh bien, il peut effectivement saisir la juridiction administrative pour lui faire éclairer les situations dans lesquelles il ne peut plus faire le voyage. Mais si, je ne sais pas, si ce n'est pas un oui-dire, ben ça va être difficile, sauf à écrire au directeur de la DBS pour dire « j'ai appris que j'ai été admis à telle bourse, vous voulez bien me le confirmer ou non ?» Et la réponse à cette lettre peut également faire l'objet d'un recours administratif. D'une façon simple, certes, c'est un cas qui peut faire l'objet d'un recours administratif, mais il faut encore s'assurer des conditions dans lesquelles il a été mis au courant et on lui indiquera beaucoup plus facilement la voie à suivre. Oui, je crois que la question posée par le téléspectateur renvoie à ce que nous appelons en droit administratif le retrait des actes administratifs. Si effectivement il apparaît clairement en bonne et due forme que c'est la DBS qui lui a notifié sa bourse et que c'est la même DBS qui lui retire cette bourse, puisque finalement c'est un peu comme si on lui déchoue en quelque sorte de ce droit. Il y a plusieurs hypothèses. Si c'est un acte régulier, c'est-à-dire que l'acte a été pris dans les formes, c'est l'autorité compétente qui l'a prise en respectant les règles, en principe, on ne peut pas retirer un tel acte.
sauf si la loi en dispose autrement, ou si l'intéressé lui-même fait la demande auprès de l'administration pour retirer cet acte. Donc, un acte régulier ne peut pas être en principe retiré. Maintenant, la question, c'est par rapport aux actes qui seraient irréguliers. Est-ce qu'un acte irrégulier, parce que s'il est irrégulier, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de légalité quelque part. Cet acte irrégulier-là, dans la norme des choses, est destiné à être sorti en quelque sorte de l'ordonnancement, mais pour des questions de sécurité juridique, on pose un certain nombre de conditions que, quand bien même l'acte serait irrégulier, si l'acte en question crée des droits, et là c'est un acte créateur de droits, eh bien au bout d'un certain temps, on ne peut pas, l'administration ne peut plus revenir sur cette décision. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il faudra analyser est-ce que l'acte par lequel on lui a conféré cette bourse-là, et donc on lui a conféré ce droit, est-ce que c'est un acte régulier? Là, je l'ai dit, c'est en principe impossible de retirer. Si l'acte est irrégulier et que l'acte a été pris pendant un certain temps, donc il y a l'écoulement d'un certain temps, eh bien quand bien même cet acte-là serait irrégulier, là encore, il est impossible de le retirer. On se dit, si pendant par exemple 4 mois, l'acte même irrégulier est resté non contesté pendant un certain temps, on s'est habitué, la société s'est habituée à cette illégalité, c'est même le retrait d'un tel acte qui entraînerait un désordre dans l'opinion publique. Donc là, concrètement, c'est l'analyse des pièces du dossier qui permettra véritablement de prendre une décision à l'avance comme ça. Voilà, on ne peut qu'émettre des hypothèses pour tenter donc de répondre à cette question-là. Très bien. Alors si notre ami nous suit, c'est aussi le cas de revenir encore de façon plus détaillée sur les conditions de retrait de cette bourse, et de façon plus précise, on saura quelle réponse donner à sa question. Maître, une autre question qui dit à présent, moi je ne trouve pas qui est un juge administratif au Togo. Sinon, que dire des détenus qui subissent des tortures sans cesse dans les prisons? Alors, le cas des détenus aussi ressort de la juridiction administrative? Non, c'est une question qui est propre à la juridiction judiciaire, j'allais dire aux chambres correctionnelles, soit du tribunal, soit de la cour d'appel ou même de la cour suprême. Les cas de torture sont considérés comme des délits ou des crimes imprescriptibles. Donc, dès qu'un juge est informé d'un cas de torture, il ouvre immédiatement une enquête sur l'administration qui est censée avoir torturé, et les personnes qui ont torturé feront l'objet de la rigueur de la loi. Mais ce n'est pas le fait, vous dites, le cas des détenus qui font l'objet de torture. Voilà. Ça m'étonnerait que des détenus, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà condamné ou alors tout simplement placé sous mandat de dépôt, fasse l'objet de torture. Ça veut dire que c'est l'administration pénitentiaire qui torture. Au jour d'aujourd'hui, ça ne me semble pas possible au Togo. Très évident. Au Togo, on ne voit plus ces cas de maltraitance à l'intérieur de la prison. Il se développe d'ailleurs une certaine solidarité entre les délinquants, et de plus en plus, quand ils passent beaucoup plus de temps entre les délinquants et ceux qui sont chargés de leur éducation ou de leur surveillance, tout simplement. Donc, on ne torture pas dans les maisons d'arrêt. C'est peut-être dans les unités d'enquête policière ou de gendarmerie, ou comme il a été fait l'État la dernière fois, le cas de l'ANR, qu'on a encore ces situations, ou alors qu'on peut encore avoir ces situations. Donc, cette situation n'est pas encore devant le juge. Donc, si un détenu ou si une personne a fait l'objet de torture dans une de ces institutions-là, eh bien, dès qu'il recouvre sa liberté, il peut exercer des actions devant le juge de droit commun, devant le juge judiciaire, non pas devant la juridiction administrative. Merci. Alors, docteur? Oui, je crois que les questions liées à la torture et autres sont des questions
de droit privé, fondamentalement, et donc ne pourrait pas, à mon avis, relever de la compétence du juge administratif. Et ça m'étonnerait également que dans l'enceinte d'une prison, on puisse soumettre les détenus, qu'ils soient jugés définitivement ou pas, à des cas de torture. Mais si ça se fait, si jamais c'est le cas, là, véritablement, c'est grave. C'est grave, ça veut dire que finalement, la justice ne protège pas. Mais ça m'étonnerait véritablement. Très bien. Alors, pour fermer cette parenthèse des questions, parce qu'on ne peut pas tout parcourir, mais dites-nous, docteur universitaire, que font les universités aujourd'hui pour véritablement, je ne parlerai pas des universités, mais vous, en tant qu'université, enseignant-chercheur, que faites-vous? Vous l'avez signalé tantôt qu'il y a une certaine léthargie dans le fonctionnement de la juridiction administrative au Togo. Quel est le rôle fondamental des universités ou des universitaires pour véritablement le bon fonctionnement de cette juridiction? C'est une question délicate que vous posez. Comme on le dit souvent, il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et les universitaires n'ont pas... Personne ne fait semblant de dormir. C'est une situation nationale que nous vivons. Les juridictions font ce qu'elles peuvent pour rendre la décision quand les requêtes leur sont soumises. On ne peut pas considérer... autant mieux dire que fait l'université quand on a encore beaucoup d'analphabètes dans la ville. Oui, en fait, c'est pour dire que l'université n'a pas le pouvoir de prendre des décisions à la place du juge. Dire par exemple que le juge administratif n'agit pas et que l'universitaire vienne, disons, le suppléer, combler sa défaillance. Mais je crois que on le fait déjà à travers nos recherches, à travers les cours, à travers les communications que l'on fait. Il y a un plaidoyer fort en faveur de l'effectivité de la juridiction administrative, parce que dans un État, si on veut véritablement construire un État de droit et que la justice administrative n'est pas tout à fait opérationnelle ou n'est pas opérationnelle à 100%, il y a des risques. Donc ça pose de sérieux problèmes. Ce qui fait que l'universitaire, par ces différentes interventions, eh bien, il nous montre, il parle de la pertinence. Pourquoi une justice administrative? Et si le juge administratif, ou en tout cas le juge affecté au contentieux administratif au Togo, prend des décisions, l'universitaire va apprécier, va analyser ces décisions, va commenter les décisions, et de ces commentaires va résulter sûrement des leçons à tirer, soit que le juge s'est trompé de bonne foi, se tromper de bonne foi, vous le dites? Oui, le juge peut avoir cru que la décision qu'il a prise est la bonne, mais qu'en définitive, après analyse, on se rend compte qu'il y a d'autres paramètres qui peut-être ont échappé au juge. C'est vrai que ces cas, normalement, ne risquent pas véritablement de se poser de manière abondante, puisqu'il y a tout un travail d'instruction qui précède l'instant de jugement et qui permet en quelque sorte au juge de se forger sa conviction, son opinion, et donc de prendre une décision. Mais ça se passe que le juge peut à un moment donné se tromper. La preuve d'ailleurs, un juge du tribunal peut avoir rendu une décision après mûre réflexion, mais les cas d'appel qu'on connaît, c'est parce qu'on conteste ces décisions. Et parfois, le juge d'appel dit effectivement que le requérant a raison, ou bien que c'est plutôt le tribunal qui a raison en tranchant. Donc ça veut dire qu'il y a toujours possibilité. Et parfois, vous savez, le juge peut avoir le choix entre plusieurs décisions.
et il choisit celle qui lui paraît être la mieux adéquate, la mieux adaptée. Mais les paramètres qui lui permettent de prendre, ou en tout cas qui l'ont conduit à prendre cette décision, peuvent occulter d'autres, et ce qui fait que finalement, on va dire que le juge n'a pas pris la bonne décision, etc. Donc je crois que c'est dans ce cas que l'universitaire peut, de manière générale, apporter. Mais lui-même, l'universitaire n'a aucune compétence, n'a aucun pouvoir pour aller prendre une décision à la place d'un juge. Merci. Alors maître, et qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir aujourd'hui en tant que Togolais en matière de juridiction administrative, de façon précise? De façon précise, au Togo, il y a des juridictions administratives. Elles sont organisées à la Cour d'appel et à la Cour suprême. De façon précise, aujourd'hui, on peut saisir un juge administratif, soit qu'il dépend de la chambre administrative de la Cour d'appel ou de la chambre administrative de la Cour suprême. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a également des décisions, même si elles ne sont pas rendues au même rythme que les décisions qui sont rendues par le tribunal ou la Cour d'appel ou même la Cour suprême en matière judiciaire, tout simplement. Il nous faut juste un peu plus de plaidoyer fort, tel que le dit mon cher ami Afo. Je me demandais si c'est un plaidoyer F-A-U-R-E ou un plaidoyer F-O-R-T. Il faut continuer par faire ce plaidoyer fort pour qu'effectivement les juridictions administratives, que ce soit à la Cour d'appel de Lomé ou de Kara ou à la Cour suprême du Togo, puissent rendre des décisions au même rythme, en tout cas au rythme où les requêtes sont déposées par devant elles. Parce que pour nous, il est évident que c'est le meilleur moyen de la protection des droits de l'homme. Je vous avais expliqué la dernière fois que la grande panoplie des atteintes aux droits de l'homme proviennent des décisions parfois délibérées ou non de l'administration en raison pour de multiples raisons. Elle peut être politique, économique, financière, sociale, ethnique. Plein de raisons peuvent amener une administration à un moment donné à prendre une décision qui va fortement préjudicier aux droits ou bien changer l'ordonnancement juridique existant. Donc, on va également demander aux citoyens de ne pas hésiter à saisir ou à utiliser ce recours-là. Je l'ai expliqué la dernière fois, c'est juste par lettre. La requête, c'est juste une lettre qui précise les faits, les motifs que vous déposez au greffe, soit de la chambre administrative de la Cour d'appel ou de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les moyens. C'est vrai, aujourd'hui, les décisions ne sont pas dans le même rythme que celles des juridictions judiciaires, mais c'est un apprentissage qui va se faire petit à petit. Et puis bon, dès que la machine sera suffisamment huilée, plus personne ne considérera les décisions administratives comme une atteinte à l'autorité de la personne qui l'a rendue, mais une façon tout simplement de faire marcher l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux, c'est-à-dire un état dans lequel l'administration elle-même est soumise à la loi. Merci maître Ferdinand Amazuru. Alors, docteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot pour la fin, la justice administrative face à un état de droit. Oui, mon cher ami maître Amazuru l'a déjà dit. Le meilleur outil de construction et de consolidation de l'état de droit, c'est bel et bien la juridiction administrative. Parce qu'une administration qui n'est pas justiciable, ou en tout cas dont on affirme la justiciabilité dans les textes, mais qui n'est pas traduite dans les faits, ça veut dire qu'il y a une sorte d'impunité à l'égard de l'administration. Et en ce moment, on se retrouverait, par exemple, dans le cas de la France, dans les années d'avant 1800, où il y avait une sorte d'impunité, enfin, pas une sorte, il y avait sous certaines conditions ce qu'on pourrait appeler l'impunité des agents publics. Et certains auteurs ont même pu parler de la caste des intouchables. Et donc, il faut véritablement que
la justice administrative soit effective. Peut-être qu'il y a des décisions qui sont rendues, mais c'est encore largement insuffisant par rapport aux attentes. Et aussi, la justice administrative, en termes d'infrastructures et autres, oui, ça existe, mais l'organisation administrative telle qu'elle existe est aussi, dans une certaine mesure, incohérente, avec aujourd'hui le mouvement vers la décentralisation, même si on n'est pas encore dans la décentralisation, et cela ne favorise pas non plus la saisine des juridictions par le citoyen. Si par exemple un citoyen qui se trouve à Corbongou a un litige avec un représentant de l'administration est obligé de se déplacer jusqu'à Kara avant de pouvoir saisir le juge administratif pour des questions liées par exemple aux actes pris par les autorités agissant au nom des collectivités décentralisées, vous voyez que ça décourage dans une certaine mesure les citoyens. Je sais qu'il y a des réformes qui sont en cours et qu'on veut même créer en quelque sorte des juridictions au niveau des régions. C'est déjà un effort. Mais à mon avis, il faut même aller plus loin. Il faut aller au-delà des régions. Instaurer en quelque sorte une justice, comme il a dit auparavant, de proximité, que le justiciable, le citoyen togolais, sache qu'il y a une justice à ses côtés et que s'il a raison, il y a quelqu'un pour lui dire qu'il a raison. Et si cela mérite donc réparation, on procède à cette réparation-là. Merci, docteur Kassere Afo-Sabi. Je rappelle, vous êtes docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et de Kara. Merci à vous également, maître Ferdinand Amazoron, avocat au barreau de Lomé. Merci d'avoir encore été des nôtres dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, chers téléspectateurs. La séance prochaine, nous sommes encore ensemble. Au revoir.